Alors d'abord, le concept de protéine allostérique, c'est un concept qui maintenant est assez ancien. Au départ, des observations faites par des chercheurs sur les bactéries, la régulation du métabolisme de certains acides aminés qui sont synthétisés par ces bactéries, en l'occurrence le colibacille. Et la découverte faite par Humberger et aussi dans d'autres systèmes par Arthur Pardy que le produit final de la chaîne de biosynthèse inhibe le premier enzyme de cette chaîne, sans avoir d'effet marquant sur les étapes intermédiaires. Donc il y a une inhibition par rétroaction de cette première étape. Et cela suscitait évidemment pour le chimiste une question particulièrement intéressante, puisque on pouvait se demander comment cet acide aminé terminal pouvait avoir un effet inhibiteur sur l'activité catalytique de cette enzyme. Alors, en bon chimiste, ayant étudié les cinétiques enzymatiques classiques de Michaelis et de Lineweaver et Burke, à l'époque, le premier modèle qui se présentait était évidemment d'imaginer qu'il y avait un empêchement stérique pour un site commun. Et néanmoins, ça ne résolvait pas le paradoxe de cette interaction en apparence compétitive entre des molécules aussi différentes que ces deux acides aminés. Et il y avait d'autres exemples connus à l'époque où ce n'était même pas deux acides aminés, mais des molécules aussi différentes que le CTP et l'aspartate, c'est-à-dire des molécules chimiquement extrêmement différentes. Alors, à la suite d'un tout premier travail que j'ai fait dans le laboratoire de Jacques Monod, comme jeune étudiant, un certain nombre d'expériences m'avaient poussé à proposer ce modèle ici, et j'ai eu le privilège à l'époque de signer tout seul, parce que Jacques Monod ne s'intéressait pas encore beaucoup à ce sujet. Et la proposition était faite qu'à côté de ce modèle standard, on pouvait proposer un modèle non standard où les deux sites de reconnaissance du signal régulateur et du substrat étaient distincts, n'étaient pas chevauchants, et qu'il y avait donc une interaction indirecte entre ces deux sites. Et c'était présenté au colloque de Cold Spring Harbor en 1961. Et dans les conclusions générales, Monod et Jacob donnaient un nom à ce modèle que j'avais appelé simplement non chevauchant, et appelaient ce type d'interaction allostérique. Et avec l'idée que cette interaction indirecte entre sites topographiquement distincts était transmise par un changement conformationnel. Donc ça, c'est une revue des années 63 qui a consolidé et rendu public et populaire ce concept d'interaction allostérique. Mais en poursuivant mon travail de recherche, toujours dans le laboratoire de Jacques Monod et préparant ma thèse, j'avais noté que, en plus de cette interaction en apparence compétitive, je dis en apparence parce qu'elle n'est pas réellement compétitive par empêchement stérique, il y avait d'autres propriétés intéressantes de ces enzymes qui avaient été aussi notées par Humberger en partie, et entre autres des effets coopératifs que l'on retrouvait également avec la molécule d'hémoglobine, qui, comme vous le savez, est un tétramère. Il y a 4 M. Et la proposition a été faite que ces interactions donc entre sites distincts pouvaient s'appliquer également aux interactions coopératives entre sites distincts mais identiques, dans la mesure où ces molécules formaient ce que nous avons appelé des oligomères, c'est-à-dire des édifices macromoléculaires ayant une structure quaternaire oligomérique, c'est-à-dire avec répétition de sous-unités identiques, les propriétés de symétrie étant évidemment caractéristiques de ce type d'assemblage.
Et la proposition a été faite, et ça c'est une proposition très importante qui va conditionner tout le reste de ma présentation, que contrairement aux idées classiques de l'époque, le ligand, lorsqu'il se fixe sur une macromolécule, une protéine en l'occurrence, n'induit pas un changement conformationnel. C'est en fait un modèle un peu lamarckiste qui se trouve présent immédiatement à l'esprit de quelqu'un qui s'intéresse à cette question. On a un ligand qui se fixe, il se fixe et la conformation change. Et bien là, pour de diverses raisons, entre autres pour rendre compte des effets liés d'interaction entre molécules distinctes et entre molécules identiques, donc des effets coopératifs et des effets qui ne le sont pas, qui se trouvaient être reliés ensemble d'une manière intégrée, nous proposions à l'époque, et c'est le modèle Monod-Weyman-Changeux de 65, que contrairement à cette idée là aussi standard, donc c'était un deuxième niveau de paradoxe en quelque sorte que nous introduisions, eh bien cette molécule pouvait exister, ces molécules pouvaient exister sous la forme d'états discrets, en petits nombres, en équilibre réversible. Et en fait, le ligand, au lieu d'induire un changement conformationnel, stabilisait simplement des états préexistants. C'est-à-dire qu'on avait affaire à, en quelque sorte, à une molécule qui préexistait dans ces états régulateurs. Donc il y avait en quelque sorte une sélection au cours de l'évolution vers une organisation de ce type. Et ce qui était important à l'époque, c'est que on pouvait même, dans l'analyse formelle qui en a été faite et l'écriture des divers équilibres conformationnels et de liaison, proposer que, en fait, cet équilibre conformationnel pouvait être défini par une constante d'isomérisation. Donc nous avions ici, en fait, une sorte d'équilibre chimique entre états préexistants, avec une constante d'isomérisation et des ligands qui, dans la mesure où ces deux états différaient par leur affinité intrinsèque pour le ligand, pouvaient déplacer l'équilibre soit dans un sens où cet état oligomérique est actif ou dans un autre sens où il est inactif. Donc vous voyez un mécanisme de transduction du signal lié à une intégration des états de liaison des divers sites sous forme en fait d'états discrets présents en petit nombre. Ça, c'était aussi une hypothèse qui était très originale à l'époque, d'imaginer qu'au lieu d'avoir une multitude d'états conformationnels comme un modèle de l'induced fit ou d'ajustement induit le proposait, nous avions ici un schéma théorique, hypothétique, avec ces états discrets préexistants. Vous verrez les conséquences que cela peut avoir, ça peut vous paraître surprenant, pour la pathologie humaine et éventuellement même les états de conscience. Mais attendez, ça, je ne vais pas en parler tout de suite. Alors, donc ce modèle qui était en quelque sorte fondé sur une conservation de la symétrie, mais je ne pense pas que ce soit... Jacques Monod était très attaché à ça. Moi, je pense que c'est simplement qu'on a des états coopératifs discrets entre deux possibilités conformationnelles. Ce schéma, en tout état de cause, rend compte de l'ensemble des propriétés cinétiques que j'avais pu observer sur la thréonine des aminases et évidemment a des conséquences importantes, entre autres la distinction entre état conformationnel et état de liaison. Les deux ne se superposant pas, et c'était un des aspects sympathiques de la formalisation de cette théorie, c'est qu'on pouvait définir une fonction d'état et une fonction de liaison, les deux n'étant pas identiques. Et ça, c'est particulièrement frappant quand on étend ce modèle à d'autres systèmes, et c'est ce que je proposais dans ma thèse en 65. Dans la conclusion, je disais que peut-être que ce schéma
qui avait été appliqué aux enzymes régulateurs de bactéries pouvait éventuellement être appliqué aux mécanismes de transmission synaptique. Et là, comme vous le savez, dans le système nerveux, il existe des neuromédiateurs, que je pense que vous êtes quand même avertis de ces notions, que ces neuromédiateurs sont synthétisés par les cellules nerveuses, libérés par les terminaisons nerveuses dans un espace synaptique et se lient à des récepteurs présents sur la membrane postsynaptique. Donc, au lieu d'avoir des signaux métaboliques, comme ceux que j'ai mentionnés dans le cas de ces enzymes bactériens, ici, nous avons des signaux chimiques qui sont des signaux de communication intercellulaire. Et vous n'avez qu'à aller chez Antoine Triller, vous aurez un magnifique exemple de ces récepteurs et vous pourrez vous familiariser avec la dynamique de ces objets particulièrement intéressants. Donc, dès cette époque-là, en 65 et 66, j'ai proposé l'idée que ce modèle pouvait être appliqué aux récepteurs synaptiques avec évidemment des différences significatives. D'abord, au lieu que ça soit encore une fois le signal de rétroaction, c'était le neuromédiateur. Et au lieu que ça soit une activité catalytique, enzymatique, je proposais que c'était un canal ionique à travers lequel pouvaient passer des ions, entre autres sodium et potassium, dans le cas du récepteur postsynaptique cationique de la jonction neuromusculaire, puisque, comme vous le savez, l'acétylcholine est le neuromédiateur de la transmission neuromusculaire. Quand je vous parle ou quand je bouge mes doigts, je commande la contraction de ces muscles par la libération d'acétylcholine. Et ce qui est connu depuis Claude Bernard, c'est que le curare a agi au niveau de la jonction neuromusculaire. En fait, c'est un bloquant de l'effet de l'acétylcholine sur le récepteur de l'acétylcholine à la jonction neuromusculaire. Alors, je proposais aussi une extension de ce schéma à des récepteurs membranaires qui pourraient éventuellement s'associer entre eux et former des cristaux moléculaires avec une coopérativité évidemment très élevée, pouvant être l'objet de transition de phase. À l'époque, j'avais proposé ces deux modèles, soit des oligomères membranaires avec un axe de symétrie perpendiculaire au plan de la membrane, soit des réseaux de grande dimension. Alors, pendant les 20 années qui ont suivi, je dirais même 30, personne n'a jamais trouvé un système de cette nature dans le cerveau. Par contre, c'est ce schéma qui a été vérifié. Mais tout récemment, Dennis Bray, qui est un éminent biologiste moléculaire anglais, travaillant sur le chimiotactisme des bactéries, a découvert qu'en fait, les récepteurs chimiotactiques des bactéries appartenaient à cette catégorie et étaient capables de former des réseaux de plusieurs centaines, voire milliers de molécules de récepteurs qui sont susceptibles d'effectuer des transitions de phase dans la membrane et de répondre d'une manière extrêmement rapide et brutale à une concentration d'agents chimiotactiques. Donc, finalement, ce modèle existe bien, mais jusqu'à présent, il n'a pas été trouvé, à ma connaissance, dans le système nerveux, ce qui ne veut pas dire qu'il n'existe pas à un endroit ou à l'autre de notre cerveau. Donc, on a affaire ici à des commutateurs membranaires qui jouent évidemment un rôle très important dans la communication entre cellules nerveuses et en particulier dans notre système nerveux central, pas simplement dans le système nerveux périphérique comme dans le cas de la jonction neuromusculaire. Alors, lorsque j'ai proposé cette hypothèse, on ne savait pas ce que c'était qu'un récepteur membranaire. Et là, je vous fais un petit peu d'histoire. Et évidemment, la question se posait d'identifier chimiquement ce récepteur. Alors ça, c'est pour les chimistes qui sont ici. Quand on travaille sur des systèmes de cette nature, il faut non seulement être chimiste, mais aussi zoologiste.
pharmacologue, biochimiste et physiologiste à la fois. Enfin, donc, c'est des situations évidemment assez délicates, puisque là, il s'agissait d'isoler un objet physiologique qui est engagé donc dans une communication intercellulaire, et on savait qu'il était présent en faible quantité. Il fallait trouver un moyen de l'obtenir en quantité suffisante pour qu'on puisse le caractériser de manière biochimique. Et c'est là où il fallait avoir visité, quand j'étais élève de l'école, un laboratoire maritime, entre autres à Arcachon, et où j'avais été mis en contact avec les poissons électriques. Bon, peut-être que certains d'entre vous en ont déjà rencontré en recevant une décharge, en mettant le pied dans le bassin d'Arcachon sur une torpille. Mais ces torpilles, David Nartmanson en France d'ailleurs à l'époque, avait montré que ces organes sont extrêmement riches en synapses cholinergiques, donc, et que on pouvait avoir des quantités considérables de composants de la synapse à partir de l'organe électrique, et qu'on peut avoir facilement plusieurs grammes de récepteurs à partir d'un kilogramme d'organes électriques. Alors ça ne suffisait pas, évidemment, il fallait trouver un moyen d'étiqueter cette molécule pour s'assurer que c'était bien le récepteur physiologique. Et ça, c'est évidemment une étape extrêmement difficile. C'est toujours valable d'ailleurs pour les substances naturelles, pour les récepteurs. Enfin, maintenant, la biologie moléculaire a fait faire des progrès considérables dans ce domaine. Et on a pu passer par toutes ces étapes, heureusement. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et la question se posait de savoir comment être sûr que la molécule qu'on pouvait isoler à partir de l'organe électrique était bien le récepteur physiologique de l'acétylcholine. Et c'est là où nous avons été aidés par un autre outil biologique tout à fait exceptionnel, qui avait été en fait étudié par un chimiste de Taïwan. À Taïwan, il y a des quantités de serpents venimeux, et ces serpents venimeux, évidemment, constituent un problème important médical là-bas. Et les chercheurs s'étaient intéressés aux agents toxiques présents dans ces venins de serpents, et entre autres une toxine alpha de venin de serpent qui avait été montrée agir sur la jonction neuromusculaire. Donc, grâce à une visite de Shen Yuanli à l'Institut Pasteur dans les années 70, nous avons pu établir une collaboration et faire en sorte que ce qui ne se passe pas dans la nature puisse se passer dans le tube à essai, c'est-à-dire que la toxine de venin de serpent rencontre l'organe électrique. Eh bien, de cette rencontre, nous avons pu évidemment isoler le récepteur, et ça, c'est la première image de ce récepteur à la fois caractérisé et purifié, qui a été obtenu par Jean Carto, et qui est la première image d'un récepteur de neurotransmetteurs d'une manière générale. Et ici, un fragment de membrane synaptique où vous voyez ces agrégats très denses de récepteurs qui, néanmoins, contrairement à ce qu'on aurait pu croire à l'époque, ne forment pas un vrai réseau cristallin, mais au contraire constitué de molécules indépendantes les unes des autres. Donc, cette molécule à elle seule possède toutes les propriétés physiologiques d'un récepteur de neurotransmetteurs, et nous avons pu le montrer à l'époque en reconstituant une membrane artificielle, en réinsérant ce récepteur dans des vésicules lipidiques, en mesurer les flux ioniques, et démontrer que cette espèce moléculaire, qui fait à peu près 300 kDa, à elle seule, non seulement reconnaissait l'acétylcholine, le neuromédiateur, et la toxine de venin de serpent, mais aussi contenait le canal ionique et était susceptible d'effectuer des transitions régulatrices. Donc déjà à ce stade, nous avions un élément en faveur de l'idée que nous avions affaire à une protéine allostérique dont le tube à essai, à elle seule, suffisait pour effectuer la régulation neuromédiateur canal ionique. Donc ça, c'était il y a bien des années, juste pour vous donner un petit historique de la manière dont les choses se sont produites. Et je pense qu'il y a toujours des problèmes de cette nature qui se présentent lorsqu'on veut faire de la chimie du système nerveux, et en particulier du système nerveux central. Alors là,
molécule a ensuite été caractérisée d'abord sur le plan chimie de protéines, mais évidemment sur le plan aussi de la séquence et de la biologie moléculaire. Et plusieurs laboratoires, dont le nôtre, ont cloné et séquencé les diverses sous-unités de ce récepteur qui s'avère être un pentamère. Et pour le biologiste moléculaire, dans le cas du récepteur de l'organe électrique, un pentamère particulièrement difficile à étudier puisque c'est un hétéropentamère avec deux sous-unités alpha, une sous-unité bêta, gamma, delta. Maintenant, vous pouvez vous demander pour quelles raisons de tels récepteurs ont évolué au cours de l'histoire évolutive des récepteurs. C'est une question que je n'aborderai pas, on peut en parler dans la discussion, mais simplement pour vous dire que c'est une molécule relativement complexe. Les 4 gènes codants pour donc les 4 types de sous-unités qui forment ce pentamère ont été réalisés, la séquence a été établie, et on a affaire à une molécule qui a un grand domaine hydrophile N-terminal, un petit domaine hydrophile cytoplasmique et des segments transmembranaires, dont un, comme je vais vous le montrer dans une minute, l'illustrer simplement parce que c'est une vieille histoire, est engagé dans les parois du canal ionique. Alors pour arriver à identifier les sites actifs et le canal ionique, là encore la chimie est indispensable. Je tiens à dire que tout ce travail a été fait en collaboration très directe avec des chimistes et entre autres tout à fait au départ avec Marc Julia qui était à la fois professeur à l'École normale supérieure et qui avait un laboratoire à l'Institut Pasteur. Et donc il ne suffit pas d'avoir la protéine, il ne suffit pas d'avoir la séquence complète, il faut identifier les sites. Et ça a pu être fait par des marquages d'affinité et la démonstration qu'il y a 2 sites pour l'acétylcholine et pour les toxines sur cet oligomère de 300 kDa et qu'il y a un site qui fixe un type de molécule particulièrement original qui est un bloquant du canal, qui est la chlorpromazine et que nous avions pu montrer par diverses expériences à la fois physiologiques et chimiques comme se fixant sur un site unique dans la molécule et l'accès à ce site était multiplié par 100 à 1000 en présence d'un mélange rapide avec l'acétylcholine. Donc ça veut dire que c'était un site unique qui s'ouvrait lorsque l'acétylcholine était présente et c'est pour cette raison que nous avons proposé à l'époque que ce site de liaison de la chlorpromazine était localisé au sein du canal ionique. D'où l'identification, en plus des sites, du canal ionique. Et entre-temps, là encore, des chimistes zoologistes ont fait progresser la connaissance du récepteur cholinergique. Les clichés de microscopie électronique, malheureusement, n'apportaient pas une très bonne résolution, ceux effectués par Unwin, à partir de ces pseudo-cristaux qui pouvaient être transformés en vrais cristaux de membranes synaptiques d'organes électriques. On arrive à avoir une sorte de connaissance de la molécule qui restait quand même très imparfaite. Et une chose intéressante pour les chimistes, c'est que une équipe hollandaise travaillant avec un groupe de physiologie a montré qu'il existait chez la limnée, qui est une limace d'eau douce, enfin un escargot d'eau douce, un mollusque d'eau douce, il existait dans le système nerveux de cette limnée une protéine qui fixe l'acétylcholine et qui sert en quelque sorte de tampon pour empêcher, diminuer la concentration locale d'acétylcholine dans l'espace synaptique, et que cette protéine, en fait, correspond, sur ce cliché ici, au segment synaptique de la séquence totale du récepteur. Le récepteur est très très difficile à cristalliser, il n'est toujours pas cristallisé, mais par contre, cette protéine présente chez ce mollusque
a été donc découverte par le groupe de Smith, qui était un physiologiste, et Sixma, qui est une cristallographe éminente, évidemment sauté sur la situation, cristallisé cette protéine, et vous avez ici les résultats de la structure cristallographique de cette molécule qui lie l'acétylcholine chez la limnée. Et vous pouvez voir ici la très remarquable convergence entre les données que je vous ai montrées tout à l'heure, qui résumaient des données biochimiques, je vais y revenir. La présence donc ici, c'est un homo-oligomère au lieu d'être un hétéro-oligomère, et les sites de liaison situés à l'interface entre sous-unités. Et évidemment, déjà à ce niveau, une première proposition, par analogie aussi avec l'hémoglobine et les protéines enzymatiques régulatrices du colibacille, des interactions donc allostériques, puisque ici, vous avez une démonstration chimique que ces deux sites sont évidemment distants l'un de l'autre, à une distance d'environ 20 à 30 angstroms. Alors, le canal ionique lui-même a été examiné par ces méthodes de microscopie électronique avec une certaine résolution, pas absolument extraordinaire, mais enfin suffisante, pour montrer qu'il était lui aussi topographiquement distinct des sites de liaison de l'acétylcholine. D'où réellement l'idée qu'on a affaire à une protéine allostérique avec 2 ou 5 sites, si c'est un homo-oligomère, avec une distance entre sites liant l'acétylcholine et entre sites cholinergiques et canal ionique qui est toujours de l'ordre de 20 à 40 angstroms. Donc nous sommes ici en présence d'un objet particulièrement intéressant qui est donc une protéine régulatrice transmembranaire qui contrôle le flux ionique à travers la membrane et qui est une protéine allostérique bona fide, en toute bonne foi. Donc pas de problème en ce qui concerne le caractère allostérique de cette molécule. Les données de cristallographie sont suffisantes pour le démontrer d'une manière absolument explicite. Alors évidemment, le chimiste théoricien s'intéresse à ces objets et nous avons eu le plaisir de collaborer avec Antoine Tally et Nicolas Lenover qui ont essayé de faire des modèles par imagerie moléculaire, bien entendu, à partir des séquences et de ces éléments de structure cristallographique. Et là, vous avez le dernier modèle à la mode, si j'ose dire, du récepteur d'acétylcholine qui, évidemment, est en plein accord avec les données cristallographiques concernant l'acétylcholine binding protein et qui, malheureusement, n'a pas encore été confirmée par la cristallographie de la molécule totale, puisque, pour l'instant, elle échappe. Ceci dit, nous avons de bons espoirs, puisque dans le prochain numéro de Nature, si vous avez l'occasion de venir, vous y découvrirez un travail qui a été fait au laboratoire par Pierre-Jean Coringer, qui a isolé un récepteur très voisin du récepteur d'acétylcholine chez des bactéries qui ont entre 2 et 3 milliards d'années. Et chez ces bactéries, le récepteur est présent très semblable, plus simplifié, et nous avons d'immenses espoirs, mais c'est un espoir, de pouvoir le cristalliser plus facilement à partir donc de cette protéine bactérienne. Alors, c'est ça pour dire que nous avons dans notre cerveau des molécules qui ont 2 milliards d'années, ce qui évidemment n'a rien à voir avec un quelconque intelligent design entre la bactérie et le cerveau de l'homme, mais simplement montre que en fait le cerveau de l'homme s'est constitué pas à pas au cours de l'évolution et que en fait nous avons derrière nous au moins 2 milliards d'années d'évolution pour rendre compte de la présence de ces molécules dans notre cerveau, ce qui est une chose anecdotique mais quand même extrêmement intéressante pour ceux qui s'intéressent aux origines évolutives du cerveau de l'homme. Alors il y a plusieurs gènes des récepteurs d'acétylcholine présents dans le génome humain et j'ai déjà parlé des gènes du récepteur musculaire. J'ai abordé les gènes du système nerveux central qui s'expriment dans le système nerveux central. Il y en a
disons, deux grandes catégories. Certains qui donnent des homo-oligomères, c'est le cas de la sous-unité alpha 7, qui est beaucoup plus perméable au calcium que le récepteur musculaire. Et puis nous avons aussi des récepteurs alpha 4 bêta 2 qui forment aussi des hétéropentamères. Je reviendrai sur ce récepteur si j'ai le temps à la fin de mon exposé. Je ne vais pas non plus vous assommer par trop de données, mais nous avons essayé justement de faire de la génétique moléculaire in vivo en éliminant les gènes codant pour la sous-unité alpha ou la sous-unité bêta dans le génome de la bactérie et voir quelles sont les conséquences de l'élimination, de la délétion de ce gène sur les comportements cognitifs de la bactérie. Donc ça, c'est la dernière partie de mon exposé et ça sera sur ces récepteurs de ce type qui sont essentiellement alpha 4 bêta 2. D'ailleurs, ces récepteurs ont des distributions différentes dans le système nerveux central. Et alpha 4 bêta 2, oui, est très largement distribué, alors que alpha 7 est un peu plus discret. Et certains, comme alpha 6, ne se trouvent qu'ici, dans les neurones dopaminergiques, donc une expression extrêmement localisée. Alors, pour ceux qui s'intéressent à la chimie thérapeutique, puisque je pense que c'est une tradition à l'école normale supérieure, vu que Marc Julia et toutes les collaborations qu'il y a eu avec l'Institut Pasteur, évidemment, il faut être averti maintenant qu'il y a donc ces diverses sous-unités, il y a ces divers hétéro-oligomères, que les deux sites dans un récepteur comme celui du muscle sont structuralement différents. Donc, vous avez des distributions différentes dans le cerveau. Donc, pour arriver à cibler un agent pharmacologique, ce qui est évidemment très possible par conception rationnelle d'agents pharmacologiques, il faut évidemment prendre en compte, je vais y revenir dans une minute, cette extraordinaire hétérogénéité de notre cerveau et évidemment le souci que nous avons de bien cibler des agents pharmacologiques sur certaines catégories de récepteurs ayant des fonctions différentes suivant évidemment non seulement leur structure mais leur distribution dans des réseaux de neurones différents. Je passe là-dessus puisque c'est un... Alors précisément le site actif. Alors, ici se trouvent résumées les données chimiques de marquage d'affinité que nous avions obtenues en 2000. Et nous avons donc proposé que ce site de l'acétylcholine était à l'interface entre deux sous-unités. Et par marquage d'affinité, nous avons, quand je dis nous, c'est essentiellement Michael Denis, Jérôme Giraudat, Pierre-Jean Coringer, Jean-Luc Galzi, identifié ces acides aminés. Vous voyez que c'est une corbeille aromatique. Il y a essentiellement des cystéines, des tyrosines et tryptophane. Aussi, c'est cette paire de cystéines initialement identifiée par Arthur Carlin. Et donc, une sorte de corbeille aromatique, ici également des tryptophanes et des tyrosines, dans lequel se trouve logée la molécule d'acétylcholine. Alors, évidemment, nous avons été extrêmement intéressés par les résultats du groupe de Sixma, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pour la protéine liant l'acétylcholine. Et vous avez ici les résultats que le groupe de Sixma a obtenus. Et vous voyez l'étonnante convergence entre les résultats que nous avions obtenus initialement et ceux que Sixma et collaborateurs ont obtenus. Vous reconnaissez ici, par exemple, tyrosine 192, qui est l'homologue exact de la tyrosine 190. Vous retrouvez la paire de cystéines, qui est l'homologue exact de ces cystéines. Vous avez ici le tryptophane 143, qui est l'homologue exact du tryptophane 149 du récepteur de torpille. Donc, on retrouve les données biochimiques de marquage d'affinité, avec en plus, évidemment, l'intérêt de l'organisation stérique du site de liaison de l'acétylcholine. Ici, c'est un agent chélateur qui a été utilisé, mais tout ça pour dire que, ayant ces données, on peut effectivement faire de l'arrimage, je crois que c'est la traduction de docking, de molécules d'agents pharmacologiques dans le site lui-même repris sur le plan de l'imagerie moléculaire.
et donc arriver à prédire en quelque sorte des affinités relatives entre l'acétylcholine, la nicotine et l'épibacilline, à partir donc d'expériences in silico pures, et les comparer aux données expérimentales qui sont pas si mal. Donc il y a une possibilité ici, c'est le travail de Nicolas Le Nevers, de faire une conception rationnelle d'agents nicotiniques sur non seulement le récepteur musculaire qui a servi au départ pour nous, mais aussi de récepteurs centraux, vu qu'on la séquence de tous ces récepteurs et qu'on peut justement par imagerie moléculaire montrer les différences qu'il peut y avoir entre les diverses espèces de récepteurs et les divers oligomères qui vont donc définir les sites de liaison pour ces agents pharmacologiques. Je voulais illustrer que le fait que le groupe de Sixma, assez récemment, a justement pu établir la structure tridimensionnelle du site avec la nicotine fixée sur ce site par cristallographie de rayons X, et j'ai le plaisir et le bonheur de vous dire que, grosso modo, les résultats sont tout à fait en accord avec ce qu'on avait proposé à partir d'imagerie moléculaire. Donc, il y a un accord entre, je dirais, la chimie et la pharmacologie, et l'espoir de faire des conceptions rationnelles d'agents pharmacologiques est bon. Reste que, malheureusement pour le chimiste intelligent, l'expérience prouve que la plupart des grands médicaments qui ont été découverts, que ce soit les neuroleptiques, les antidépresseurs, les tranquillisants, etc., ont tous été découverts par chance, un beau jour, alors que l'agent pharmacologique avait été conçu pour agir sur le foie ou je ne sais quoi, et puis on trouve que ça marche sur le cerveau. Donc, je dirais que ça fait partie de la conception rationnelle des médicaments, de s'attendre à ce qu'un médicament qui a été conçu pour un site agisse sur un autre. Malheureusement, encore, je dirais que la grande psychopharmacologie fonctionne de cette manière-là. C'est-à-dire que c'est pour cette raison qu'il y a beaucoup d'espoir dans la chimie, je dis ça aux chimistes qui s'intéressent à ces questions-là, dans des substances naturelles, parce qu'il existe un extraordinaire répertoire de molécules nouvelles, c'est-à-dire ayant des architectures très différentes les unes des autres dans le monde naturel, qui évidemment n'ont pas été conçues par des chimistes avec leur cerveau, mais qui sont développées au cours d'évolution. Par exemple, dans les récifs de coraux, chez les conus, qui sont des gastéropodes aussi présents dans les récifs de coraux, qui ont des venins où il se trouve dans chaque venin à peu près 20 ou 30 toxines différentes, et qui agissent toutes à des sites absolument invraisemblables sur le cœur, sur le cerveau, etc. Et il y a, je crois, plusieurs dizaines d'espèces de cônes. Donc il y a un extraordinaire travail de chimie de substances naturelles. Et vous savez aussi que certains laboratoires, peu importe le nom, sont à la recherche de toutes les plantes possibles de la planète pour essayer d'isoler des molécules nouvelles. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que la conception rationnelle d'agents pharmacologiques se fait à partir de molécules dont le squelette est déjà connu. Le cas de la nicotine, c'est une substance naturelle, je tiens à vous le dire, vous le savez. Et qu'à partir de ces squelettes, on peut faire des variations minimes intéressantes et qui améliorent l'agent pharmacologique, mais que la conception de nouveaux squelettes chimiques, finalement, est souvent inspirée de produits naturels qui ont une diversité considérable, et que toutes les manips qu'on peut faire sur la combinatorial chemistry, finalement, ne nous offrent pas. Et c'est pour cette raison qu'il y a encore, je pense, à faire en chimie des substances naturelles pour ceux qui s'intéressent aux médicaments. Et je dois dire qu'en ce qui concerne les médicaments agissant sur le système nerveux central, le nombre de types de médicaments qui sont actuellement actifs, ne serait-ce que par exemple les neuroleptiques, est extrêmement restreint. C'est-à-dire qu'il y a très peu de molécules très efficaces, et que je pense qu'il y a énormément à découvrir dans un domaine très important. Alors, qu'est-ce qu'il en est du canal ionique? Donc, j'ai parlé, c'est un autre site, donc allostérique, en quelque sorte. Et là, cet agent pharmacologique
la bile nous a permis de marquer des acides aminés caractéristiques, et ça a été un très long travail fait par Jérôme Giraudat que d'identifier pour la première fois l'acide aminé lié à la chlorpromazine, de montrer que c'était dans le segment M2 et par-dessus le marché que c'était en quelque sorte au cœur de cet anneau constitué par les hélices alpha dans lequel la molécule allait se fixer. Mais à l'époque, évidemment, on ne connaissait pas la structure tridimensionnelle. Et la seule chose qu'on a pu montrer, c'est qu'après 1 an et demi de travail pour un acide aminé, et là je tiens à lui rendre un hommage affirmé, c'est un travail de thèse, et je veux dire que passer 1 an à identifier un acide aminé peut paraître pour certains d'entre vous qui préparent une thèse un travail vraiment terriblement ennuyeux et apparemment sans intérêt. En fait, c'était le premier acide aminé de tout canal ionique qui a jamais été étudié. Donc c'était vraiment un travail de pionnier et ça a été, je ne cache pas, une découverte très importante qui a d'ailleurs été confirmée par des groupes de physiologistes comme celui de Sackmann qui ont montré que certains acides aminés, utilisant d'autres méthodes d'expression dans le site de Xénope, que ce site de la chlorpromazine était environné par d'autres acides aminés chargés négativement qui participaient au transport ionique. Donc ça, c'est une vue extrêmement raccourcie de plus de 10 ans de travail acharné pour identifier et caractériser ce canal ionique. Mais si je vous en ai parlé, si j'ai fait ce retour en arrière, non seulement pour montrer l'aspect allostérique, évidemment, entre le canal ionique et le site actif, mais aussi parce que ça nous a conduit à, évidemment, une analyse d'un autre aspect du récepteur, c'est ces transitions qui permettent d'intégrer en quelque sorte les signaux chimiques reçus par cette molécule de récepteur et l'ouverture du canal ionique. Alors, je vous ai déjà parlé au début ce schéma en quelque sorte lamarckiste, et nous avons proposé évidemment un schéma darwinien où les deux états en quelque sorte correspondent ici du modèle allostérique standard à un état ouvert et un état fermé du canal, stabilisé ici par un agoniste et ici par un antagoniste. Ceci dit, pour les chimistes s'intéressant à la pharmacologie centrale, c'est toujours évidemment un problème très très difficile de savoir si un agent pharmacologique, en fonction de sa molécule, va intervenir comme un agoniste, c'est-à-dire qu'il ouvre le canal, ou qu'un antagoniste comme le curare qui bloque l'ouverture du canal par l'acétylcholine. Et je pense que la difficulté vient du fait qu'on a affaire à une transition allostérique et qu'en fait on a deux pharmacologies. Il y a la pharmacologie de la protéine sous l'état actif et la pharmacologie de la protéine sous l'état fermé. Et ce n'est pas la seule, parce qu'en plus de cette transition d'ouverture du canal, les physiologistes, depuis très longtemps, ont reconnu qu'il y avait une autre transition très curieuse, qui est une transition dite de désensibilisation. Et ça, si vous voulez, le chimiste doit être averti de l'existence de cette autre transition, qui est une transition lente et qui va conduire non pas à un état de moyenne affinité, comme l'état actif, mais à un état de haute affinité. Et lorsque l'acétylcholine, en fait, est présenté au récepteur, il va s'ouvrir et se fermer. Et cet état, donc, est un état d'équilibre en présence d'acétylcholine. C'était l'état de plus haute affinité. Alors ça a été évidemment un paradoxe pour les chimistes s'intéressant à la physiologie, parce que l'idée, toujours, est que plus un récepteur a une affinité élevée pour un ligand, plus il est intéressant. Alors, effectivement, il est intéressant. Mais le risque, c'est qu'on tombe sur un état fermé et non pas sur un état actif. Donc ce n'est pas parce qu'un agent pharmacologique a une haute affinité qu'il est l'agent qu'il faut développer et étudier pour des applications pharmacologiques éventuelles chez l'homme. Donc ces trois états sont intéressants parce que ce troisième état dit désensibilisé se distingue des états
fermé de base, actif, stabilisé par les agonistes, et désensibilisé, il est stabilisé à la fois par les agonistes et les antagonistes, que vous pouvez avoir ici. Ça, on l'avait démontré il y a des dizaines d'années. Évidemment, le canal est fermé ici, puisqu'il est désensibilisé. Alors, pourquoi je vous montre ça? Simplement pour essayer d'interpréter avec vous des mutations très intéressantes et parfaitement paradoxales que nous avons découvertes avec Daniel Bertrand chez le récepteur central alpha 7. Alors, ce que nous avons essayé de faire, c'est de reprendre ces acides aminés ici, qui ont été identifiés chimiquement par la chlorpromazine, d'introduire des mutations et d'exprimer le récepteur dans le site de Xénope. Alors donc, nous avons mutagénisé ces acides aminés qui ont été marqués par la chlorpromazine. On prend un qui est un acide aminé hydrophobe, la leucine. Et ce que nous avons fait, c'est muter la leucine en thréonine. Et alors, quand vous mutez la leucine en thréonine, vous avez un résultat absolument extraordinaire, totalement non prévu. Voilà la courbe dose-réponse du récepteur normal. Voilà la courbe dose-réponse du récepteur mutagénisé. Alors, pour ceux qui ont l'habitude des courbes dose-réponse, ça veut dire qu'il y a un accroissement d'affinité. C'est-à-dire qu'on a affaire à un récepteur qui a une affinité plus élevée que le récepteur physiologique. Donc cette mutation ponctuelle dans le canal ionique accroît d'un facteur 100 l'affinité du récepteur pour l'acétylcholine. Premier paradoxe, ce n'est pas le seul. Si vous regardez maintenant l'effet de l'acétylcholine sur ce récepteur, bon, vous voyez que le récepteur s'ouvre, mais ne se désensibilise pas. Ça, c'est la courbe sauvage. Vous avez activation, désensibilisation. Et là, le récepteur s'active, mais ne se désensibilise pas. Deuxième propriété. Troisième propriété, non moins paradoxale, ici, cet agent pharmacologique qui est la dihydrobêta-érythroïdine, qui est un antagoniste, comme le curare sur le récepteur de la jonction neuromusculaire. Eh bien, quand on l'étudie chez le type sauvage, il bloque. C'est un bloquant compétitif. Quand on l'étudie chez le mutant, qu'est-ce qu'on trouve? Une affinité sur le L247T, donc c'est la leucine 247 qui a été mutée en thréonine. On voit que l'affinité est même supérieure à l'affinité pour l'acétylcholine et que c'est un agoniste qui ouvre le canal ionique. Donc on a accroissement d'affinité d'un facteur 100, absence de désensibilisation, conversion d'un antagoniste en agoniste. Et alors, par-dessus le marché, si on regarde l'activité spontanée, on trouve qu'elle s'est accrue. L'activité spontanée, c'est-à-dire que le récepteur est actif, évidemment, en l'absence d'acétylcholine. Alors, pour les normaliens brillants qui se trouvent dans cette salle, tout de suite, ils ont trouvé la réponse immédiate. Je ne leur demande pas, je ne vais pas passer un examen aujourd'hui, ce n'est pas le concours d'entrée. Eh bien, une interprétation simple est que si on prend ce modèle allostérique, qu'on ouvre l'état désensibilisé, on va avoir un récepteur qui a une très haute affinité pour l'acétylcholine, puisque j'ai dit que l'état désensibilisé était de haute affinité, mais était fermé. Là, il est ouvert. Si on regarde l'effet des antagonistes, j'ai dit que cet état-là fixait à la fois les agonistes et les antagonistes. Donc un antagoniste va devenir un agoniste. D'autre part, si on s'intéresse à la désensibilisation, il ne va pas y avoir de désensibilisation puisque l'état désensibilisé est ouvert. Voilà, j'imagine que vous avez tous imaginé ça avant que je vous donne les résultats. C'est une interprétation possible, je tiens à vous dire que ce n'est pas la seule. Il y en a d'autres qui peuvent être observées, par exemple en accroissant la cinétique de désensibilisation vers l'état actif. Ça ne donne pas exactement les mêmes résultats, mais ça donne des récepteurs ayant cette propriété. Alors pourquoi insister sur cette découverte un peu étonnante
d'effets pléiotropes de mutation sur la réponse du récepteur. Eh bien, nous avons fait cette découverte avant que des maladies génétiques qui portent sur le récepteur de la jonction neuromusculaire n'aient été faites. Et à l'époque, donc il y a une dizaine d'années, le groupe de Engel, Ono et Sain aux États-Unis s'est intéressé à des mutations qui, chez l'homme, créent des symptômes myasthéniques. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont identifié toute une série de mutations. Et vous pouvez voir que certaines de ces mutations se trouvent exactement localisées là où nous avions identifié ces récepteurs que nous allons appeler constitutifs ou gains de fonction. Gains de fonction parce qu'ils sont plus actifs, plus efficaces que les récepteurs physiologiques. Vous pouvez aussi voir qu'il y en a quelques-uns dans le domaine synaptique ici, et pas simplement dans le canal ionique. Ça peut vous sembler curieux, ça. On va trouver une interprétation dans une minute. Donc déjà, l'intérêt, c'est que ces mutations dites allostériques, non seulement sont intéressantes pour nous, pour comprendre le mécanisme de transduction du signal, mais en même temps nous amènent à des applications sur la pathologie humaine. Si vous regardez maintenant l'analyse que l'on peut faire quantitative de ces réponses de récepteurs mutants, eh bien, je vais très rapidement. On peut les interpréter, c'est une interprétation, je tiens à insister, dans le contexte du récepteur allostérique. Et vous voyez qu'on les interprète facilement avec un changement de la constante d'isomérisation L dont je vous avais parlé tout à l'heure. Entre autres, ça peut être aussi par d'autres types de mécanismes comme ceux que j'ai présentés tout à l'heure. Donc ces données sont en accord avec non seulement le schéma allostérique, mais nous avons la possibilité d'avoir une explication de la pathologie humaine du récepteur allostérique à la paralysie du sujet adulte. Et là, nous avons malheureusement un enfant qui est victime d'une maladie héréditaire, congénitale. Et vous voyez qu'il se réveille au milieu de la nuit, puisque sa mère est à côté, et se réveille également. C'est une épilepsie nocturne qui affecte le lobe frontal et qui est due à une mutation dominante de quoi? Du récepteur de l'acétylcholine et plus particulièrement de la sous-unité alpha 4 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ce n'est pas la seule. Et ce qui est plus intéressant encore, c'était exactement au site que nous avions identifié avec la chlorpromazine dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, ces mutations, gains de fonction dont je vous ai parlé, ne sont pas simplement un artefact, un petit objet amusant de biologie moléculaire, mais c'est en fait des mutations qui se produisent à des sites critiques de la physiologie du récepteur, et quand on change les propriétés de ce récepteur, de ces transitions, eh bien, on cause non seulement sur le récepteur musculaire des paralysies, mais sur le récepteur neuronal des crises d'épilepsie. Alors évidemment, nous sommes chimistes et on s'intéresse à la distribution de ces mutations dans la molécule de récepteur. Et ici, vous avez une sorte de résumé de toutes les mutations qui ont été identifiées sur la molécule de récepteur. C'était fait par Antoine Tally. Et vous avez je ne sais pas pourquoi c'est... voilà. Une deuxième publication qui, pour ceux que ça intéresse, vient juste de sortir au Proceedings of the National Academy of Science le mois dernier. Et évidemment, l'idée, c'était d'essayer de mettre en relation la distribution de ces mutations et les propriétés allostériques du récepteur. Alors d'abord, on constate qu'elles ne sont pas simplement présentes au niveau du canal ionique, mais qu'il y en a aussi, comme je le disais tout à l'heure, pour la myasthénie en particulier, au niveau du domaine synaptique. Et si on regarde la distribution plus précise de ces mutations, ce qui est l'objet de ce travail fait en collaboration avec Martine Karplus à Strasbourg, eh bien, on se rend compte que ces mutations se trouvent
aux interfaces entre sous-unités ou aux interfaces entre domaines rigides au sein de chaque sous-unité. Alors évidemment, ça nous ramène au premier schéma que je vous ai montré au début de cette leçon, où vous avez le modèle allostérique classique, mono-Weyman jeu de 65, avec ce jeu, en fait, de la structure quaternaire entre états symétriques. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, il semble que l'altération donc des acides aminés qui se trouvent à l'interface entre sous-unités puisse interférer en quelque sorte avec la transition allostérique du récepteur et donc créer cette pathologie. Et vous avez ici un modèle animé. Ça reste un modèle, hein, ça n'est pas une structure faite à partir des données cristallographiques, c'est une structure qui est faite à partir des modèles eux-mêmes fondés sur la structure de l'acétylcholine binding protein et le récepteur. Et vous avez donc l'idée qu'il y a des transitions en bloc, et c'est ce travail de chimie théorique qui a été effectué par Antoine Thaly et par une analyse qui s'appelle la normal mode analysis, qui permet d'étudier les transitions conformationnelles de molécules de protéines comme si c'était en quelque sorte des points, des boules reliées par des ressorts et introduire une sorte de flexibilité dans la molécule. Donc c'est un travail purement théorique, mais qui conduit quand même à un résultat intéressant, qui est encore plus intéressant quand vous regardez la molécule de face, puisque vous pouvez évidemment rendre compte ici de l'ouverture et de la fermeture du canal ionique entre les deux états allostériques extrêmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc toutes ces données sont en accord avec l'idée que le récepteur est une protéine allostérique, intervient dans la transduction du signal et que des mutations sont susceptibles d'altérer ces transitions allostériques, d'où le concept de maladie allostérique. Maladie entraînée. Alors, si c'était que le récepteur d'acétylcholine, ça serait une anecdote, mais en fait, ce n'est pas du tout le cas, et qu'on trouve beaucoup de symptômes liés à des mutations de cette nature sur d'autres récepteurs liés à des canaux ioniques, mais aussi sur des récepteurs liés aux protéines G, trouvés par Lefkowitz, ou même des récepteurs à tyrosine kinase qui sont, on le pense maintenant, même pour les protéines G, des protéines oligomériques. Donc, je pense que c'est un concept relativement général qui permet aussi de repenser la pharmacologie, c'est un point important, parce que ça veut dire qu'il va falloir, pour certaines maladies, comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, retourner peut-être à la pharmacologie de l'état ouvert et de l'état fermé et de l'état désensibilisé dont je vous ai parlé. Donc une myasthénie qui va, et je reviens sur ce schéma là de la jonction neuromusculaire, ici, certaines de ces mutations, vous voyez, en vert sont des pertes de fonction et là sont des gains de fonction. Eh bien, si vous voulez traiter pharmacologiquement une maladie gain de fonction et une maladie perte de fonction, c'est des agents pharmacologiques exactement opposés que vous allez utiliser. Gain de fonction, il va falloir en fait bloquer, ramener le récepteur dans l'état de repos. Perte de fonction, il va falloir faire en sorte que le niveau d'acétylcholine dans l'espace synaptique soit plus élevé, d'où le blocage de l'acétylcholinestérase, par exemple, qui est utilisé pour faire monter le niveau d'acétylcholine. Donc, une pharmacologie qui va être différente suivant le type de mutation que vous allez considérer. Alors là, il me reste à peu près 5 minutes. Évidemment, c'est un peu maigre pour vous parler de la suite. Je vais simplement vous montrer, je passe sur tout ça parce que c'est trop compliqué, 2-3 diapositives pour vous illustrer la stratégie que nous utilisons maintenant pour aller un peu plus loin dans la compréhension de la pharmacologie du système nerveux central et le rôle du récepteur nicotinique dans les fonctions cognitives. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut éliminer le gène par récombinaison homologue et avoir des souris qui n'ont pas la sous-unité bêta-2 ou alpha-4. Vous avez ici la distribution de la liaison de la cytosine ou la nicotine sur une tranche de cerveau de souris. Et vous voyez que vous abolissez la liaison de haute affinité de l'acétylcholine chez ces souris
qui sont des souris knock-out, comme on dit. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ces souris ont des comportements altérés, mais très discrets. C'est-à-dire qu'il faut aller les chercher pour les découvrir. Et le premier, c'est l'auto-administration de nicotine. Donc, une souris comme un homme, d'ailleurs, ne fume pas spontanément des cigarettes. Comme vous savez, chez l'homme, il y a un apprentissage qui précède. C'est pas comme avec la cocaïne ou avec la morphine. En fait, la nicotine n'est pas un agent plaisant au départ. Par contre, c'est un agent qui entraîne très rapidement l'accoutumance. Et néanmoins, la souris va s'auto-administrer de la nicotine. On peut démontrer cette auto-administration de nicotine. Et chez les souris qui ont perdu la solubilité bêta-2, cette auto-administration ne se produit plus. La libération de dopamine, qui est un neuromédiateur libéré par les neurones de l'aire tegmentale ventrale au niveau du noyau codé. Cette dopamine, qui est en quelque sorte le neuromédiateur des systèmes de récompense positifs, n'est plus libérée en présence de nicotine, et les neurones de cette région-là, sur tranche, ne répondent plus à la nicotine. Donc, vous avez une perte de l'auto-administration de nicotine chez la souris à la suite de la délétion de la sous-unité bêta-2. Maintenant, vous pouvez essayer de voir le comportement cognitif de ces souris. Et ici, nous avons utilisé une méthode très élégante qui a été développée par Philippe Faure et Henri Korn, dans laquelle on peut quantifier le comportement de la souris. Et on peut distinguer des comportements de navigation qui sont quasiment automatiques à grande distance et des comportements d'exploration qui sont lents et locaux. Et vous allez voir une souris en train de naviguer et d'explorer. Alors là, elle navigue. Là, vous voyez, elle s'est arrêtée, elle a exploré un petit peu, là. Là aussi. Donc, vous avez ici exploration. Là, elle navigue, hein, et puis elle arrive. Bon, elle fait un petit... bon, vous allez la voir explorer, là. Regardez. Vous voyez ? Voilà. Donc, on peut, en quelque sorte, quantifier la navigation et l'exploration en suivant cette souris. C'est une méthode très, très jolie qui a été mise au point par Philippe Faure. Et vous voyez en bleu ici l'exploration, en rouge la navigation. Alors évidemment, lorsqu'on a une technique quantitative en main, on peut s'intéresser à l'examen de l'effet de la mutation sur le comportement de la souris. Et vous voyez ici que c'est une chose très remarquable, c'est que l'élimination du récepteur nicotinique de la sous-unité de haute affinité, enfin qui entraîne un récepteur de haute affinité, s'accompagne d'un effet très significatif sur le comportement d'exploration. Et en fait, ce comportement d'exploration est en quelque sorte une sorte de comportement avancé, cognitif de la souris. Elle explore, et quand elle navigue, elle fait ça de manière un peu automatique. Donc, ça suggère que le récepteur nicotinique est important pour des fonctions plus cognitives chez la souris. Et ça peut même être un modèle d'un trouble que l'on trouve chez les enfants, qui s'appelle Attention Deficit Hyperactivity Disorder, qui est un trouble donc des enfants hyperactifs, qui, eux, justement, ne posent pas pour réfléchir en quelque sorte, mais font tout à toute vitesse, dans tous les sens, et qui ont donc des troubles d'apprentissage considérables. Donc ça peut être un modèle, ce n'est pas le seul modèle de ce genre de trouble, qui d'ailleurs intéresse énormément actuellement les pharmacologistes, et qui entraîne aussi un grand débat, puisque vous savez qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont traités par ces agents pharmacologiques divers, et la question de savoir si c'est une camisole chimique ou pas. On croit pouvoir, en quelque sorte, les éduquer à se calmer. En fait, c'est une question très sensible. Et pour ma part, je pense qu'un peu de pharmacologie, dans la mesure où ça permet aux enfants de retrouver un certain comportement attentif, leur permettra justement de progresser dans leur éducation. Les interactions sociales élémentaires chez la souris sont aussi modifiées.
Les textes d'anxiété montrent qu'il n'y a pas d'effet sur l'anxiété. Et je vais clore, sans dépasser mon temps, en essayant de vous montrer une méthode, illustrer une méthode de biologie moléculaire qui a été développée au laboratoire grâce à extraordinaire technicité et conception du vieux Mascos, qui a aussi été aidé dans ce sens par Jacques Mallet. C'est chez ces souris qui n'expriment plus le récepteur, on peut essayer de le réexprimer et de le réexprimer dans le cerveau localement. Et pour ça, on a utilisé un rétrovirus, un lentivirus, qui s'intègre dans les chromosomes cellulaires, même de cellules qui ne se divisent pas, comme les neurones, et qui produit en grande quantité, grâce au bricolage de ce rétrovirus, de l'ARN messager, donc de la protéine en grande quantité. Donc on a une expression quantitative du produit du gène bêta-2. On peut le réinjecter dans cette région que j'ai mentionnée tout à l'heure, qui contient les corps cellulaires des neurones dopaminergiques, l'aire tegmentale ventrale, injecter ce virus et réexprimer le récepteur, avoir la liaison d'épibatinine qui se trouve réexprimée à ce niveau-là, réexprimer aussi dans les projections de ces neurones au niveau du nucléus accumbens, qui est une partie du noyau codé où se projettent ces neurones dopaminergiques. Vous voyez qu'il y a aussi de la radioactivité dans les projections de ces neurones et pas simplement au niveau des corps cellulaires, comme vous voyez ici. Alors, question posée, est-ce qu'on récupère les comportements dont j'ai parlé tout à l'heure? Alors, d'abord, on récupère la libération de dopamine, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà ça, la souris normale, la souris qui manque du gène bêta-2, et là, la souris vectorisée, chez laquelle le gène a été réexprimé localement au niveau de l'aire tegmentale ventrale. L'auto-administration est récupérée après un certain délai. Voilà l'auto-administration chez le sauvage, chez le mutant et chez le vectorisé. Et si vous regardez le comportement exploratoire par rapport au comportement de navigation, eh bien vous récupérez ce comportement exploratoire chez la souris, chez laquelle le récepteur a été réexprimé dans l'aire tegmentale ventrale. Donc, nous avons la possibilité d'avoir une récupération ciblée d'un récepteur de neurotransmetteur in vivo chez la souris, et non seulement la possibilité de le réexprimer à des niveaux critiques des circuits de neurones, mais évidemment de suivre le comportement adéquat qui est concerné par les circuits en question. Alors je crois que ce qui est important, c'est que on peut identifier donc les composants moléculaires de certains circuits complexes du système nerveux central et voir quelles sont les conséquences, mais aussi ça permet de mettre en évidence les libérations endogènes de certains neuromédiateurs. Parce que là, on parle de souris, on enlève le récepteur nicotinique, il y a des troubles. On réinjecte le récepteur nicotinique, en quelque sorte, grosso modo, enfin on réexprime, et on récupère la fonction. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un neuromédiateur qui agit sur le récepteur, puisque quand on l'enlève, on perd une fonction, quand on rajoute le récepteur, on récupère la fonction. Et ce récepteur, évidemment, c'est l'acétylcholine endogène. Donc ça permet aussi de montrer qu'il y a une libération interne de neuromédiateurs qui est nécessaire pour que ces comportements puissent se réaliser. Alors, ce résultat est pour nous, sur le plan théorique, assez intéressant parce qu'il tend à suggérer que les systèmes de récompense et les systèmes cognitifs sont liés. D'ailleurs, vous êtes ici en train de m'écouter parce que vous espérez évidemment connaître mieux ce qu'il en est du récepteur nicotinique. Ça apporte beaucoup de plaisir, du moins j'espère. Donc, vos systèmes de récompense fonctionnent. En fait, l'apprentissage, d'une manière générale, est lié à ces systèmes de récompense. C'est une expérience que tous les enseignants ont, fort heureusement, enfin, quand ils arrivent à intéresser leur public.
justement, c'est ça, c'est que le système de récompense se met à fonctionner. S'ils n'intéressent pas, alors ils n'apprennent pas. Donc, c'est une idée intéressante d'essayer de montrer qu'on peut matériellement lier récompense et fonction cognitive. Alors, juste une application, et je m'arrête là, c'est ma dernière, quasiment dernière diapositive. Un type de déficit qui a été découvert par Laplane et Dubois ici à Salpêtrière, qui est assez intéressant, et qui s'appelle déficit d'auto-activation. Et les sujets sont totalement inertes, ils peuvent rester assis à la même place pendant toute la journée, sans bouger, et ne pas s'ennuyer, ce qui est assez curieux comme comportement. Ils ont ce qu'on appelle l'esprit vide, c'est-à-dire qu'apparemment ils ne pensent à rien, ils restent fixes. Enfin, ça peut arriver chez certains normaliens quand ils ont beaucoup travaillé, ou pas assez travaillé, je sais pas. Mais ensuite, l'autre aspect qui est relativement intéressant, c'est que si on les stimule, à ce moment-là, ils se réactivent. Et ils ont aussi des réponses émotionnelles qui sont très altérées. Et ce qui est intéressant, c'est que ces patients ont des lésions du système dopaminergique au niveau du striatum et le cortex frontal qui montre une baisse d'activité. Sans entrer dans le détail pour ceux qui ne sont pas familiers avec ces aspects, c'est quand même assez intéressant de montrer qu'il y a peut-être, si vous voulez, une situation, mais c'est encore évidemment une suggestion, ce n'est pas du tout une démonstration malheureusement, que ce lien entre système de récompense et système d'activation des voies dopaminergiques est important dans justement l'accès à la conscience d'informations venues du monde extérieur. Alors je pense que cette méthode qui a été donc développée par Yves Masco, c'est importante à plusieurs égards. D'abord pour explorer la diversité des circuits dans le cerveau, parce qu'a priori le cerveau est tellement complexe qu'on peut se demander comment on va arriver à aborder telle question ou telle autre. On peut aussi faire des vecteurs variés, c'est-à-dire que les vecteurs qui réexpriment le récepteur, mais aussi réexpriment d'autres gènes, évidemment. On peut aussi inhiber l'expression de gènes avec des RNA inhibiteurs. On peut même mutagéniser le récepteur présent sur le vecteur et voir l'effet de mutation comme allostérique à tel ou tel endroit des circuits du cerveau. Et puis, on peut aussi suivre l'état d'activité des neurones parmi bien d'autres possibilités que cette méthodologie doit permettre de faire, avec l'idée évidemment que peut-être que l'acétylcholine intervient pour servir de porte d'entrée à l'accès à la conscience, enfin le récepteur de l'acétylcholine, et ça simplement par référence, en faisant référence à l'épilepsie qui, comme vous le savez, correspond à un changement d'état de conscience du sujet, entre autres l'épilepsie de l'adulte qui correspond à une perte de conscience, qui entraîne une perte de conscience. Donc là, c'est tout à fait hypothétique, mais pour vous montrer qu'il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine. Donc je vous ai montré que le récepteur était une protéine allostérique, ça je crois que c'était quand même bien établi, que ce récepteur peut, après mutation, entraîner des pathologies humaines, donc il y a des maladies allostériques, je crois que ça c'est aussi assez net. Maintenant, on peut explorer des fonctions exécutives chez la souris et s'en servir comme modèle des fonctions supérieures du cerveau. Donc il y a encore énormément de travail à faire pour tous les jeunes qui se trouvent ici dans ce genre de domaine et dans d'autres domaines en relation avec les récepteurs, sans parler de ce qui se fait ici par Antoine Triller sur la mobilité de ces récepteurs qui est particulièrement intéressant également, mais c'est encore un autre sujet. Merci beaucoup.